3 degrés de plus en 2050, ce qui implique de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre pour parvenir à l'objectif de neutralité carbone qui a été fixé par les pouvoirs publics en 2050. Cette réduction de gaz à effet de serre passe par une électrification massive des usages pour décarboner tous les secteurs de l'économie, dont l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est pourquoi le groupe EDF accélère dans sa stratégie d'accompagnement de ses clients vers la décarbonation et la substitution des énergies fossiles par l'électricité. On parle aujourd'hui de 150 TWh de demande d'électricité additionnelle à horizon 2035. Et toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour accélérer cette décarbonation et cette électrification de l'économie. La production est au rendez-vous, hein. Elle est même excédentaire puisque les exportations nettes à fin 2024 sont estimées à 90 TWh. Les prix de marché d'énergie en France sont à nouveau parmi les plus compétitifs d'Europe à court et à moyen terme. En 3 mots, une électricité disponible, compétitive et décarbonée. Parallèlement, le groupe EDF entend poursuivre son action pour réduire la consommation d'énergie et en accompagnant bien sûr les efforts de sobriété et d'efficacité énergétique de ses clients. C'était l'objet notamment du webinaire de la semaine dernière et ce sera celui de la semaine prochaine. Alors, je sais que dans l'agriculture, l'électricité n'est pas le premier levier de décarbonation, mais néanmoins, il y contribue. Donc, c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons encore aujourd'hui et dans le cadre du partenariat entre EDF et la Chambre d'agriculture qui a été évoqué par M. Bernard, son président, dans son propos. Alors, notre objectif, c'est de donner aujourd'hui la parole à Adrien Lubrano pour qu'il nous parle du marché de l'énergie et des contrats d'énergie. Mais avant ça, je voudrais juste faire un petit teasing. Vous rappelez qu'on a déjà eu 2 webinaires, un sur les C2E qui est en ligne, je crois, comme Madame Brun l'a dit tout à l'heure, pour que vous puissiez les revoir. Il y en a un autre sur tout ce qui était l'efficacité énergétique sur le froid, le chaud, les moteurs à vitesse variable. Il est également, je crois, en ligne. Et puis la semaine prochaine, donc l'efficacité énergétique, piloter, réduire et sécuriser son alimentation électrique. Ensuite, en tout début février, le 4 février, produire de l'énergie sur photovoltaïque, bâtiments, ombrières, agri-PV, petite hydraulique. Et enfin, le 11 février, tout ce qui concerne l'hydraulique sur la région avec EDF et hydraulique. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous remettrai tout ça dans le chat. Et je donne la parole à Adrien. Adrien? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Ok. Bonjour à tous. Donc normalement, j'ai partagé mon écran. Vous le voyez. Nadège, tu peux me confirmer? Ou Madame Brun, vous pouvez me confirmer? Oui, on le voit très bien. Ok. Donc j'ai 2 écrans. Donc désolé si c'est un peu perturbant. Je suis pas forcément en face de la caméra. Je me présente. Merci pour l'introduction, Nadège et Madame Brun. Donc je suis Adrien Lubrano. Je suis manager commercial d'une équipe de responsables commerciaux chez EDF Commerce Méditerranée, dont le siège est basé à Marseille et qui rayonne, si vous voulez, entre Perpignan et Nice. Voilà comment est notre région opérationnelle, notre entité opérationnelle sur le sud de la France. Et moi, j'ai en charge une dizaine de responsables commerciaux qui s'occupe d'accompagner clients de collectivités, mais aussi grandes entreprises, grandes et moyennes entreprises sur le territoire PACA Ouest. Donc voilà, ce que je vous propose aujourd'hui par rapport à ce qui m'a été demandé, c'est qu'on aborde ensemble quelques éléments sur le contexte marché, avec ce qu'on connaît à date et ce qui est, on va dire, dans les tuyaux, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'avec les divers remaniements, les derniers remaniements politiques, on reste encore dans l'incertitude sur quelques éléments, puis j'y reviendrai. 2, on fera un focus sur les bénéfices associés des contrats moyen terme dont vous avez certainement entendu parler, soit par le biais des contrats de fourniture d'électricité que vous avez d'ores et déjà signés si vous êtes inscrit dans ce moyen terme, soit via la presse, puisqu'il n'y a pas une semaine aujourd'hui où la presse quotidienne ne parle pas de ces nouveaux contrats moyen terme. Et puis, on évoquera ensemble les fondamentaux
qui peuvent être des drivers des prix de marché de l'électricité, bien que je ne sois pas un expert, hein, loin de là, puisque nous, dans le groupe EDF, nous avons des personnes pour qui c'est le quotidien de manier et de regarder ces fondamentaux qui vont driver les prix de marché de l'électricité. Disons que j'ai un petit vernis et je tenterai de vous partager ce vernis afin que vous puissiez avoir un regard critique sur peut-être ce qui s'est passé par le passé et puis avoir un regard, on va dire, avisé sur les quelques événements qui pourraient arriver dans les semaines, jours, mois à venir et qu'il faut regarder de près si vous voulez avoir une idée de ce que pourraient devenir les prix de l'électricité sans bien évidemment que je puisse vous partager ma boule de cristal puisque je ne l'ai pas. Donc, s'agissant du contexte marché, une chose est sûre, c'est que le 14 novembre 2023, c'est une date importante pour nous, pour la CRE, pour le gouvernement, mais pour les autres, également tous les fournisseurs. Le gouvernement a présenté, accompagné des autres fournisseurs, le nouveau market design concernant l'énergie. Puisqu'il fallait, c'était très attendu, et il fallait donner de la visibilité sur la suite de l'Arenh. Donc vous savez ou pas, excusez-moi, mais l'Arenh, donc c'est un mécanisme qui a été instauré par la loi NOM il y a maintenant plus de 14 ans. Et dans cette loi, dans les dispositions de cette loi, il était prévu que l'Arenh prenait fin le 31 décembre 2025. De ce fait, ce qui a été présenté, c'est un nouveau modèle avec trois objectifs majeurs. Assurer une certaine stabilité de prix, hein. Je vous rappelle, on était le 14 novembre 2023, donc on était tout juste à la sortie de la crise des prix de l'énergie. Assurer la compétitivité des entreprises en leur donnant de la visibilité sur le long terme. Et puis enfin, des discussions avaient déjà été initiées, donner des moyens au groupe EDF de réaliser des investissements nécessaires pour en fait, participer à la transition énergétique à laquelle Nadège faisait référence en introduction. On parle bien évidemment des 6 EPR, ce n'est plus un secret, puisque il n'y a pas, pareil, hein, il n'y a pas une semaine où on n'entend pas parler de ces investissements colossaux auxquels le groupe EDF et associé au gouvernement devront faire face pour construire ces 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Donc ça, c'était, si vous voulez, les trois objectifs. Alors, ces trois objectifs, ils reposent sur, au final, trois éléments majeurs sur lesquels on reviendra, alors plus ou moins en détail. En tout cas, les contrats de fourniture à horizon moyen et long terme. Et donc ça sera l'objet de notre deuxième point. Un mécanisme complémentaire basé sur une contribution nucléaire reversée aux clients sous forme de versement universel nucléaire, j'y reviens juste après, et l'extension du TRV au TPE. Et donc c'est tout à fait d'actualité, puisque à partir du 1er février, les TPE et assimilés pourront bénéficier du tarif réglementé de vente pour les sites, donc C4, les sites supérieurs à 36 kg. Donc Les d'ici TPE, ce sont les 8 très jours. petites entreprises, c'est ça? Oui, toute petite entreprise. Et puis, je reviens juste après sur qu'est-ce qu'on entend par TPE, avec les critères. Donc, sur la mise en place des contrats moyen terme. Donc, il faut avoir en tête que jusqu'à cet accord, et donc jusqu'à fin 2023, nous avions de la visibilité, nous, fournisseurs d'électricité, donc EDF, mais tous les autres acteurs, nous avions de la visibilité et nous pouvions offrir cette visibilité à nos clients que sur des durées qu'on va appeler court terme, c'est-à-dire horizon 1-3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me place quand je me place en 2023, nous pouvions proposer un contrat de fourniture d'électricité à nos clients que pour l'horizon 24, 25 et 26. Là, dans ce nouveau market design, il a été demandé aux fournisseurs, et notamment à EDF, mais à tous les autres fournisseurs, de proposer des contrats moyen terme et donc d'aller sur du 4-5 ans. Et donc à partir de, donc c'est-à-dire que fin 2023, nous avons pu proposer à nos clients des contrats sur les horizons 28 notamment et 29.
donc effectivement, le prérequis, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais s'il y avait des questions, on pourra revenir dessus. C'était bien évidemment que tous les fournisseurs, comme EDF Commerce, puissent proposer ce type de contrat. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il a été demandé à EDF producteurs de mettre à disposition sur les marchés, en tout cas au début via des enfermes qui sont publiques, mettre à disposition de tous les autres fournisseurs ce qu'on appelait des rubans moyen terme sur les horizons 4 et 5 ans. Je reviendrai un tout petit peu après sur le sujet, mais voilà, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais de vous donner quelques informations sur lesquelles, si vous voulez, vous pourriez rebondir. Une fois que ceci a été mis en place, et puis on reviendra un peu plus en détail après, il y avait dans ces annonces et dans ce qui a été entériné par la suite fin 2023 par les pouvoirs publics, c'était lié, si vous voulez, à ce mécanisme. Alors, il a pris différents noms et on va dire que si le projet de loi de finances avait été voté, je serais encore plus à l'aise pour en parler parce qu'on aurait des chiffres et puis des éléments un peu plus concrets. Là, si vous voulez, je vais essayer de vous partager ce qu'il avait été prévu en 2023. Donc, rien de cela n'est encore entériné et légiféré. Donc, à prendre encore avec des pincettes. En tout cas, ce qui a été publié dans la presse et entériné, mais pas légiféré, c'est que tout ce que je vous ai dit précédemment était associé à un prélèvement par l'État d'une partie des revenus effectifs générés par le parc nucléaire historique d'EDF, c'est-à-dire ce qu'on appelle la contribution nucléaire. C'est-à-dire que à partir du moment où les pouvoirs publics sont partis du principe que c'est certainement un prix que vous avez entendu et qui a été largement diffusé dans la presse, le prix de 70 € du mégawattheure. Donc ils sont partis de ce prix-là moyen, c'était le prix, on va dire, moyen sur lequel tout le monde s'entendait sur le nucléaire historique, prix de production moyen sur le nucléaire historique. Ils sont partis de ce prix-là et de ce postulat-là pour dire que 50% des revenus qui seraient générés dès lors que EDF producteur vendrait l'énergie historique, donc nucléaire historique, sur la tranche 78-110 €. Là, pareil, on parle en euros 2022, il faudra voir comment c'est traduit avec l'inflation, etc. En fait, tous ceux qui se... Pardon, je vais le refaire différemment, excusez-moi. Tous ceux qui seraient vendus entre 80, on va dire, on va simplifier, 110 € seraient taxés, entre guillemets, à 50% pour être redistribués. Et dès lors que EDF vend sur les marchés son énergie nucléaire historique au-delà de 110 €, ça pourrait être taxé à hauteur de 90%. Ça, c'est la contribution nucléaire. Cette contribution nucléaire, elle génère un versement universel nucléaire qui serait redistribué aux consommateurs. Alors, consommateur avec un grand C, ou client avec un grand C aussi, entreprise avec un grand E, on a tout vu, puisqu'aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous dire quels sont les consommateurs précisément qui pourraient bénéficier de ce versement universel nucléaire. Une chose est sûre, et ça a été rediscuté pas plus tard au printemps 2024, et puis ça a été publié dans la presse, c'est que visiblement ce versement universel nucléaire est complètement décorrélé des contrats de fourniture. Voilà. Donc, peu importe le contrat de fourniture qui serait, si vous voulez, contracté avec n'importe quel fournisseur, sur n'importe quelle durée, etc., à n'importe quelle date il aurait été contractualisé, il pourrait y avoir un versement universel nucléaire redistribué dès lors que l'entreprise, ou en tout cas le client, fait partie des critères qui seront déterminés plus tard. Je pense qu'en tout cas, ça n'engage que moi. Il est urgent d'attendre comment cela sera légiféré. Et ce qu'on peut retenir, c'est que, quoi qu'il en soit, ces éléments, en tout cas ce versement universel nucléaire, sera voilà, il faut l'attendre comme un plus qui pourrait profiter au consommateur final. Voilà.
Voilà, précisément, désolé, c'est pas très précis, mais en tout cas, c'est des questions qui reviennent souvent de la part des clients, de dire: «Mais oui, mais j'ai entendu que je pouvais bénéficier de ça». Voilà où on en est aujourd'hui et vous l'avez compris, tant que rien n'est légiféré, et tant qu'on n'a pas les arrêtés derrière, et les décrets d'application, c'est toujours compliqué de se projeter. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce qu'on peut, se dire, c'est que, chaque client a désormais la possibilité de choisir dès aujourd'hui un contrat qui correspond à ses besoins. Vous voyez le petit astérix, enfin qu'il n'en est pas un, c'est un petit timbre, au prix du fournisseur de son choix, bien évidemment. Donc pour les particuliers, les TPE, donc toutes petites entreprises ou assimilées, on entend par TPE ou assimilées, on entend, vous voyez, hein, je vais rajouter ici, les entités légales, donc entreprises, collectivités ou associations, réalisant moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, de recettes, et employant moins de 10 salariés. Voilà. Donc ça peut concerner les toutes petites collectivités, toutes petites communes ou les toutes petites entreprises. Voilà. Celles-ci ont la possibilité, à compter du 1er février 2025, donc c'est ce que je vous disais, hein, dans 10 jours, pile poil, d'accéder aux tarifs réglementés de vente, ce qui n'était plus possible depuis la fin des tarifs réglementés de vente, depuis le 1er janvier 2016. Voilà. Mais ils ont la possibilité, bien évidemment, de souscrire une offre de marché. Voilà, donc pour cette catégorie-là de clients, eh bien, à partir du mois de février, elles auront la possibilité de comparer une offre de marché versus le tarif réglementé de vente. Voilà. Le retour au tarif réglementé, à noter quand même qu'une chose très importante, le retour au tarif réglementé de vente est possible dès lors que le client final respecte son contrat de fourniture et notamment les engagements liés à la durée. Voilà. Le retour au tarif réglementé de vente se fait dans le respect des contrats de fourniture qui sont signés avec le fournisseur en place. Voilà. C'est-à-dire que la durée doit être, vous savez, respectée, et si ce n'est pas le cas, ça peut être associé, il faut voir les dispositions du contrat, à des indemnités de résiliation anticipée qui seront dues. Ce n'est pas parce que le TRV arrive, le tarif réglementé de vente, qu'on peut casser les contrats de façon unilatérale. C'est important à préciser. Et puis les autres entreprises, donc les entreprises un peu plus importantes et assimilées, donc collectivités comprises, ont désormais, donc depuis depuis l'année dernière, désormais la possibilité de se projeter sur du moyen terme avec des horizons N+4, N+5. Je passe très rapidement sur les grands clients électro-intensifs, puisque je ne suis pas persuadé que les participants aujourd'hui soient concernés. On parle là des chimistes, des aciéristes, voilà, principalement, ont la possibilité d'aller sur ce qu'on appelle des CAPEN. Et il y a souvent une confusion dans la presse aujourd'hui entre les contrats moyen terme à destination des petites entreprises et puis des CAPEN sur 10-15 ans auxquels ont accès ces gros électro-intensifs. Voilà. À partir de quelle puissance on considère que c'est électro-intensif? Alors, on n'est pas forcément sur la puissance, on va être sur le ratio entre en tout cas la valeur, si je simplifie, la valeur que le coût que représente l'électricité dans la valeur ajoutée que vous produisez. Voilà. D'accord. Excusez-moi. Ça peut être le cas des réseaux d'irrigation qui fonctionnent avec du pompage. Non, alors vraiment, Non. on est sur des... Et puis, voilà, on va être sur des clients qui peuvent consommer, dans de grandeur, quasiment 1 Tera par an, 1 TWh par an, un site, Oui. 1 TWh. Mmh. Vous voyez, on va, voilà, et donc ça concerne principalement, voire exclusivement, chimistes et aciéristes. Voilà. Je vois que M. Bernard a une question. Oui, tu as répondu en partie à la question. Vous avez répondu en partie à la question parce que effectivement, les réseaux d'irrigation, je ne sais pas les chiffres
Et c'est quand même des consommations importantes, mais je pense pas qu'on soit à ce hauteur-là. J'ai vu qu'il y avait Mélanie, là. Mélanie, est-ce que tu peux donner les éléments par rapport au canal de Carpentras? Il faut que je lui donne l'accès. Après, sur Mais, une ASA, mais- par exemple, on a l'habitude de répondre, si vous voulez, des consultations pour une ASA. Une petite ASA, disons on est de l'ordre de 1 gigawattheure par an, 1 à 3 gigawattheures par an. Oui, oui, bonjour. Oui, Mélanie. Mélanie Richard du canal de Carpentras. Je réponds à ce que disait André. Nous, à Carpentras, on a une consommation moyenne de 9 gigawattheures par an. Et il me semble que quand on fait nos dossiers de demande d'exonération là, de la CSPE qu'on avait fait les années précédentes, parce que là, on n'avait plus besoin, on était considéré comme électro-intensif, mais c'était peut-être que dans le cadre de ces dossiers-là. Oui, certainement dans les cas de l'exonération CSPE avec les taux réduits. Voilà. Ouais, voilà, c'est Mais ça. clairement, pour les grands clients électro-intensifs, ce sont des lettres d'intention qui sont signées entre EDF, Bercy et, si vous voulez, et le client final pour soutenir la compétitivité des industries en France, avec un engagement de la part des industriels, un engagement sur 15-20 ans, et encore, tout ça c'est confidentiel. Donc voilà, vous n'êtes pas concerné par ce dispositif. Ok, merci. Je vous en prie. Merci. Donc avant de revenir sur les quelques fondamentaux qui drivent le marché, je vous propose de voir quels sont les bénéfices associés au contrat moyen terme, puisque maintenant nous avons une bonne année de retour d'expérience sur les contrats à long terme que nous avons offerts à nos clients, que ce soit d'ailleurs EDF ou les autres fournisseurs, hein, bien évidemment. La conclusion des contrats moyen terme, pardon, j'ai dit long terme, c'est parce que souvent pour les clients, ils voient ça le N+4, N+5 comme du long terme, mais effectivement, nous on appelle ça moyen terme en interne, pour différencier justement des longs termes sur les électro-intensifs. Donc, en tout cas, si je reviens à parler long terme, comprenez bien moyen terme, N+4, N+5. Donc, on identifie, nous, 3 avantages, et peut-être je reviendrai sur un autre, sur l'inflation, mais en tout cas, le premier, c'est un prix de fourniture plus stable. Comme sur tous les marchés, finalement, pas seulement sur le marché de l'énergie, plus on s'éloigne, plus on a un horizon lointain, et donc là, en l'occurrence, N+4, N+5. Donc aujourd'hui, on regarde et on propose à nos clients de regarder 2029 et 2030. Voilà. Là où vous l'avez compris, il y a encore 2 ans, on était plutôt à regarder, si je me place en 2025, 26 ou 27 maximum. Plus on regarde ces horizons lointains, moins nous avons de volatilité. C'est-à-dire que par rapport aux échéances courtes, et plus on considère, en tout cas les traders et la prod considèrent que les prix long terme, moyen terme, correspondent davantage au prix des fondamentaux, c'est-à-dire à ce qui va vraiment coûter de produire en 2028, en 2029. Et je mets de côté, et j'élude du coup sur ces horizons-là tous les événements géopolitiques, crise énergétique, technique, industrielle. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Et la preuve, par l'exemple, je vais avancer un petit peu. Je pense que pour ceux qui suivent un petit peu les marchés, vous vous souvenez de cette courbe qui fait peur. Voilà. Donc ça, c'est la crise dont tout le monde se souvient, la crise énergétique qu'on a vécue en 2022, qui était multifactorielle, mais qui a commencé, si vous voulez, en début d'année, donc avec la guerre en Ukraine. S'en sont suivis des problèmes, donc on était plutôt sur l'axe géopolitique. S'en sont suivis, et couplé à cela, des problèmes industriels avec des corrosions sous contrainte, en tout cas ce qu'on appelait des problèmes de soudure sur le parc nucléaire et d'autres événements majeurs. Bref, tout ça mis bout à bout, cette cause simplement pour vous montrer que quand on était en 2022, vous voyez la courbe la plus haute, et donc les prix qu'on a atteints de quasiment 1200 €, je crois que c'était le 8 août 2022, c'était sur l'année N+1. Et donc,
ces courbes, elles représentent, dans l'ordre, les années N+1, en bleu, là, j'espère que vous voyez mon curseur, en orange, N+2, et puis en bleu, N+3, N+4, et c'est tout. Tout ça pour dire que, bien évidemment, toutes les courbes et tous les marchés, tous les horizons ont subi ce choc. Mais on voit bien que le choc, il est plus écrasé, et en tout cas, je ne suis pas passé de 300 € à 1200 € pour tous les horizons. Le choc a été moindre pour les horizons. Plus l'horizon était lointain, plus le choc était moindre, puisque les marchés se disent plus rassurés à moyen terme en se disant, écoutez, voilà, si je traduis un peu de façon un peu, si je grossis le trait, en 2000, N+4, la guerre en Ukraine, on devrait en être sorti. Les problèmes de corrosion sous contrainte, on devrait en être sorti. Donc les marchés étaient un peu plus rassurés que sur l'année N+1. Et donc on a une volatilité moindre. On pourra revenir sur cette courbe tout à l'heure, mais en tout cas, elle sert au moins à ce constat de stabilité et de moindre volatilité sur des horizons moyen terme. De la visibilité dans le temps sur le budget d'énergie, il ne vous a pas échappé que de nombreuses fédérations, et nous-mêmes, on le voit au quotidien vis-à-vis de nos clients, nous demandaient de la visibilité pour faire des budgets sur du moyen terme. Donc, quand on a des clients qui ont des plans moyen terme à 3 ans, il était difficile avec notamment l'AREN, de se projeter sur un prix sur 3 ans, puisque tous les ans, il y avait un nouvel élément. Donc, ces contrats moyen terme qui se passent, donc ce serait un élément de l'AREN, permettent d'offrir cette visibilité à des clients donc sur 4 ans. Voilà. L'année dernière, nous avons des clients qui ont souscrit 4 à 5 ans. Donc, effectivement, ils savent où ils vont et ça permet de les inscrire au budget, mais aussi de driver les investissements à venir. Et enfin, des contrats, je le disais à demi-mot, basés uniquement sur une référence marché. Donc, vous l'avez compris, l'AREN prend fin au 31 décembre 2025. Donc aujourd'hui, quand on propose un contrat 2026-2029 ou 2026-2030, il n'intègre plus d'AREN, puisque ça n'existera plus. Il intègre seulement du prix de marché. C'est-à-dire qu'on n'a plus de dispositif type écrêtement, qui était effectivement un peu la mauvaise surprise pour nos clients, mais aussi la mauvaise surprise pour nous, puisqu'on a à cœur d'accompagner nos clients. Et donc, quand en début d'année, ou enfin, ça dépend quand est-ce qu'on avait l'écrêtement, mais en tout cas, c'était en fin d'année, il fallait qu'on refasse les calculs et qu'on dise, finalement, le prix que vous avez signé, ça ne sera pas celui-là, ça ne sera pas 100, mais ça sera 130. C'était rarement une bonne nouvelle pour nos clients. Là, aujourd'hui, avec un contrat 100% marché, vous avez un prix fixe sur 4 ans et sur toute la durée de votre contrat. Donc, sans surprise. Avec ce qu'on rappelle ici, mais à prendre avec des pincettes en attendant que ce soit légiféré, le versement, la seule surprise, ça peut être que finalement une bonne surprise, une bonification avec ce versement universel nucléaire. Voilà. Qui viendra minorer la facture et indépendamment du contrat de fourniture conclu. Voilà pour les avantages de ce contrat, donc de la stabilité, un budget sécurisé, de la visibilité, et puis surtout un budget sécurisé dans le sens où vous avez un prix fixe qui n'évolue plus au gré des écrêtements et d'autres mécanismes liés à la REN. Voilà. J'en parlais tout à l'heure rapidement, je ne vais pas m'étendre parce que je vois qu'il est déjà 9h40. Mais c'est une demande client aussi dans le cadre de la projection. Aujourd'hui, vous avez la possibilité en tant que client, puis c'était pareil en 2024, je disais tout à l'heure aussi, de contractualiser avec un prix de référence marché. On reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, alors excusez-moi, voilà, vous voyez, si on contractualisait hier sur 2028, si je prends n'importe quelle référence, c'est plein de références marché, mais je prends 65 €, vous avez la possibilité de donner l'ordre à votre fournisseur, EDF, d'acheter de l'électricité pour vous en 2028 à 65,87 €. Ce 65,87 €, je parle juste là de prix de fondamentaux marché.
il est bloqué, il est acheté. Donc, ce 65,87 €, c'est l'exercice que vous voyez là, il est figé et il fait fi de toute inflation à venir d'ici 2028 ou même d'ici 2029 ou 2030. Il est sécurisé, il est garanti. Voilà. Quand bien même, on envisage, c'est pas nous EDF, mais en tout cas, on peut envisager et avoir une hypothèse d'inflation de 2% par an. Et donc, par conséquent, le budget énergie que vous faites aujourd'hui, le 21 janvier, avec votre contrat de fourniture d'électricité que vous avez signé aujourd'hui, eh ben, il va mécaniquement réduire si on a une inflation de 2% par an. Voilà. En résumé, on a aujourd'hui, pour illustrer ce que je viens de vous dire, et puis finalement l'appétence des clients et l'appétence marché pour ces contrats moyen terme, au regard si vous voulez, des éléments que j'ai mis en exergue juste avant, on voit entre 2023 et 2024 ici, la durée moyenne des contrats souscrits par nos clients qui augmente drastiquement. Donc à l'époque où on était plutôt sur moins de 3 ans, la durée moyenne des contrats contractualisés sur 2024, elle est plutôt sur 41 mois. Donc quasiment 1 an de plus. Donc on est bien sur une dynamique de projection à l'avenir et de sécurisation. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. C'est maintenant peut-être qu'il faut s'accrocher le plus. Donc, mais c'est peut-être pour certains d'entre vous ce que vous attendez. Donc là, je vous propose, donc non pas au titre de mon expertise. Oui, Nadège, Il y a une question dans le chat. Est-ce que je les vois est-ce pas. que tout fournisseur devra par obligation proposer des contrats moyen terme et EDF, point d'interrogation? Alors, aucun fournisseur n'a obligation de proposer des contrats moyen terme. C'est pas une obligation. Demain, aujourd'hui, EDF comme un autre fournisseur, un fournisseur alternatif, et vous en tant que client, vous pouvez venir voir n'importe quel fournisseur et demander un contrat de 12 mois. Voilà. On n'avons pas une contrainte de vous proposer un contrat moyen terme. Néanmoins, au regard de l'accord qui date de fin 2023 avec EDF et les fournisseurs, EDF producteur a l'obligation de mettre à disposition des volumes moyen terme afin que EDF commercialisateur, y compris les autres fournisseurs, puissent proposer à leurs clients des contrats moyen terme si ces clients-là, ces clients finaux, le souhaitent. Voilà. Et s'ils y voient un intérêt, notamment au regard de la stabilité, la projection vers l'avenir et la sécurisation du budget. Est-ce que ça répond à la question? Merci. Très bien. Là, j'ai vu, oui. Donc, concernant les prix de marché d'électricité, les prix des fondamentaux. Il y a deux choses qui sont souvent confondues par ceux qui s'intéressent plutôt, on va dire, de près à l'électricité, c'est les prix forward et les prix spot. Vous avez certainement entendu dans la presse, souvent en période estivale, des prix, l'électricité atteint des prix négatifs. Et donc, bien évidemment, on a des clients qui nous disent, moi je veux ces prix négatifs, je veux consommer l'électricité et que EDF, vous me payez. Oui. Et puis, alors ça c'est souvent le bon côté, mais je caricature un peu, mais en hiver, vous entendez souvent des prix qui s'envolent à 1000, 2000 euros. Cela, personne ne nous appelle pour bénéficier de ces prix-là. Mais là, il faut savoir qu'il s'agit de prix spot. Donc, ce sont des prix pour une heure donnée et qui résultent du croisement de l'offre et de la demande. Comme tous les marchés, un prix donné, c'est la résistance de l'offre et de la demande. C'est la courbe c'est le graphe qu'on voit de Merit Order en bas. Mais concrètement, ce prix-là, c'est du coup le prix qui dépend du niveau de demande. Donc aujourd'hui, à 9h46, on est en capacité de dire quel sera le prix de demain sur la tranche
10h, 11h. En fonction du niveau de demande qu'on envisage sur le réseau électrique français, donc je vous passe les détails, fonction de la température, fonction des projections que font les grands industriels, etc. Voilà, et tous les modèles économiques, mais aussi et surtout en fonction de la capacité disponible. Et donc, ce prix-là qui va être donné, donc je caricaturais tout à l'heure, hein, entre moins 1000 et plus de 1000, il est fonction du croisement, donc c'est le point de convergence entre l'offre et la demande, sur le dernier moyen de production appelé. Là, ça devient un peu technique, je vais essayer de faire court et d'être assez pédagogue. Mais je m'excuse par avance si je ne le suis pas. Donc, et ce moyen, en France, ça c'est vrai pour la France, c'est très franco-français, on dit souvent que nos prix de l'électricité sont calés sur le coût de production du gaz. Vous entendrez souvent, d'ailleurs, ça même dans la presse de plus en plus, puisque tout le monde est devenu, depuis la crise énergétique, tout le monde est devenu un peu expert en énergie. En France, on se dit marginal gaz. C'est-à-dire que, si je résume, le prix de l'électricité sur les marchés est drivé par le prix du gaz. Et si vous voulez, ce qui est de façon très schématique, vous voyez, la courbe bleu clair ici, c'est le prix de l'électricité. La courbe bleu foncé, c'est le prix du gaz. Donc quand le gaz augmente, l'électricité augmente. Quand le gaz diminue, l'électricité diminue. Donc, pour certains experts, on regarde souvent ce qui se passe sur les champs gaziers, les stocks de gaz en France et à l'étranger, pour savoir ou pour imaginer, pour faire des hypothèses sur les prix de l'électricité à venir. Voilà. Donc, ça, ce sont les prix spot. Et dans l'exemple, vous voyez, ça c'est pour une journée en hiver. Les prix spot sont calés sur nos centrales gaz. Alors ça, c'était très vrai jusqu'à notamment l'année dernière. Mais il faut savoir que l'année dernière, l'été dernier, en 2024, on a été marginal gaz. On a eu quelques journées quelques heures spot, pardon, où les prix étaient calés sur le gaz et non pas sur le nucléaire avec des prix qui sont moindres ou des prix hydro où là, encore moindres. Et donc, ce qui coûte, en tout cas, les prix les plus intéressants quand ils arrivent quand ils sont livrés sur la bourse, le prix marché, sont bien les ENR, puisqu'ils rentrent quasiment à zéro. Voilà. Pourquoi l'été dernier? Parce qu'en fait, on a historiquement un parc en France où on consomme beaucoup en hiver aux heures de pointe, hein, c'est les radiateurs électriques dans les ménages. Donc le soir, avec des pointes le soir entre 18h et 20h, si je schématise. Mais de plus en plus, maintenant, l'été, finalement, on a quand même quelques pointes avec, vous vous en doutez, les climatisations qui se généralisent. Voilà. Donc on a le schéma qu'on avait hiver-été, il tend quand même à se diminuer. En tout cas, on tend à avoir de la marginalité gaz, même en été. Voilà pour la petite anecdote. Donc, on a ces prix spot. Ces prix spot, ça donne des bonnes indications. Mais si vous voulez, nous, notre référence aujourd'hui, c'est bien les prix forward. Quand tout à l'heure, je parlais de 68 € en 2028, et quand on parle de N+1, N+2, N+3, N+4, vous l'avez compris, c'est pas le prix spot, c'est pas le prix horaire de demain, c'est bien le prix à terme auquel EDF va acheter pour vous, clients, l'électricité sur un horizon court ou moyen terme, en tout cas 2026, maintenant 2026, 27, 28, 29. Et ça représente ni plus ni moins qu'une anticipation de tous les acteurs de marché du prix spot à cette période donnée. Après, le risque, il est couvert par votre fournisseur. Si aujourd'hui vous l'achetez, votre fournisseur achète l'électricité à 68 € ou à 65 € pour 2028, et qu'au final, en 2028, c'est pas 65, c'est plutôt 200, les ajustements, ils sont pris en charge par votre fournisseur. Donc, si je peux résumer, si vous voulez la référence marché qu'il faut que vous ayez en tête plutôt, c'est bien les prix forward, charge
au responsable d'équilibre après d'en faire son affaire avec, notamment avec des traders. Et donc ça, effectivement, c'est la marginalité des gaz. Donc, moyenne historique, là c'est l'ELEC depuis 2014, c'est l'historique des cotations en ELEC, en gaz et en CO2. Je ne parle pas du CO2, mais c'est un bon driver, puisque quand on produit avec des énergies fossiles, et donc carbonées, le gaz et le charbon en sont, et bien, il y a des quotas carbone à gérer à côté. Donc, quand le gaz et le CO2 augmentent, vous voyez l'électricité augmente. Voilà. Là, on a parlé de l'offre et de la demande. Sur la partie moyen de production, il y a aussi une grande incertitude quand on regarde les prix. Alors, je ne l'ai pas dit, je ne reviendrai pas sur les incertitudes au niveau géopolitique, parce que je ne suis pas politologue, donc je ne suis pas calé en la matière. Et puis, je vous l'ai dit en introduction, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, je ne me risquerai pas à ces éléments-là. Par contre, ce que je peux vous partager, c'est bien des choses qui sont publiques et publiées, et une incertitude sur ce que sera l'équilibre offre-demande sur les années à venir. Nadège en a parlé tout à l'heure, il y a des fortes ambitions de décarbonation qui passent par de l'électrification, et c'est dans ce contexte que notamment RTE fait des bilans prévisionnels, et donc là, c'est issu d'un bilan prévisionnel 2023-2035, mais on a des projections sur 2050, bien évidemment. Alors pour RTE, l'enjeu est important et colossal, puisque en fonction de l'évolution de la consommation et donc de la dynamique dans la décarbonation, il va falloir dimensionner le réseau pour. Donc eux, l'enjeu est important, bien évidemment pour Enedis aussi, mais pour tous les autres acteurs, c'est pour ça qu'ils partagent et publient cela. Donc vous voyez que dans les projections, en fait, il y a plusieurs... il y a une grande variabilité des hypothèses. Hypothèse haute, en 2030, la France consomme 550 TWh. Hypothèse basse, 490 TWh. Donc, en fonction de l'hypothèse qu'on va prendre et du trend qu'on va prendre, en tout cas de l'énergie que vont mettre les clients finaux, mais aussi le gouvernement par le biais de mécanismes d'aide, etc. Enfin, j'en passe, mais en fonction du trend qui sera pris, vous voyez bien que l'écart de 60 TWh est assez important. 60 TWh, pour vous donner un exemple, je crois que les chiffres sont sortis ce matin. La consommation française 2024, il me semble que nous sommes sur quelque chose autour de 500 TWh. Donc 60 TWh sur 500, c'est pas à prendre à la légère. Et face à cela, on a, donc ça c'est le niveau de demande, qui passera notamment par l'électrification. Et puis on a le niveau d'offre. Qu'est-ce que sera en 2030 ou 2035 le niveau d'offre? Sur le nucléaire, on a une bonne idée. Quand je parlais tout à l'heure des 6 nouveaux EPR, en 2035, ils ne seront pas en service. Voilà. Par contre, on a des grosses incertitudes, notamment sur l'éolien, avec les projections qui sont différentes. Hein, puis vous l'avez vu aussi dans la presse, avec des parcs éoliens, notamment en mer, et éoliens terrestres, voilà, avec des appels d'offres qui sont finalement infructueux. Donc, on a quand même une incertitude sur l'offre et la demande sur les années à venir, ce qui fait que définir aujourd'hui, le 21 janvier 2025, le prix auquel on paiera l'électricité en 2028, c'est assez compliqué. Donc, ou en 2030, c'est assez compliqué, a fortiori 2030, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on a en référence, et je vais passer sur cela, ce sont les prix, alors on m'excuserait, c'est les prix d'hier soir, du 20 janvier, mais ça n'a pas dû bouger beaucoup. C'est bien les prix pour 2026, 27, 28, ceux-là on les a, et pour 2029, 2030, on les a via les enchères. Et c'est pour ça que dans ce contexte-là, nous sommes convaincus de l'intérêt des offres moyen terme, notamment au regard des éléments que je vous ai partagés tout à l'heure. Et sachant que pour se préserver de cette volatilité à venir, mais tout de même si nous avons passé la crise énergétique, je vais peut-être prendre une minute
Parce que quand on regarde cette courbe, c'est toujours, en fait, faut voir quelle échelle on a. Donc là, quand on est sur 2017, 2024, et quand je prends 0 à 1200 €, on se dit la crise, elle était là. Voilà. Maintenant, on a passé la crise, ça va beaucoup mieux, bien évidemment. Néanmoins, quand on regarde dans le détail et quand on fait un petit focus, on se rend compte quand même que sur 2024, eh ben, il y avait une certaine volatilité. Vous voyez, avec quand même, entre le 2 janvier où nous étions à un prix 2026 à 87 € et 2 mois après où nous étions en 2026 à 57 €, on a un gros gap, voilà, d'une trentaine d'euros. Donc, si on fait un focus aujourd'hui, et ça va être pareil sur 2025, au regard des éléments géopolitiques, technico-industriels qu'on peut avoir sur des champs gaziers, etc., comme je disais tout à l'heure, le prix que j'avais hier pour l'année 2028 n'est pas le prix que j'ai aujourd'hui pour l'année 2028. Et de jour en jour, on observe encore quand même, hein, on n'est pas sur un long fleuve tranquille, mais on observe quand même une petite volatilité qui fait que, eh ben, il y a peut-être des périodes qui sont plus propices que d'autres. Et je conclurai par ça. C'est très facile de le dire quand on a la courbe et les historiques passés. C'est plus difficile de dire est-ce que demain sera moins cher que aujourd'hui. Voilà. Et ça, je n'ai pas de boule de cristal, mais j'espère que les quelques éléments que je vous ai partagés pourront vous éclairer. Et quoi qu'il en soit, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, notamment sur votre contrat de fourniture d'électricité, mais comme l'a bien rappelé Nadège, nous avons à cœur d'accompagner donc le groupe ETF, notamment grâce à l'ensemble de nos filiales de spécialité, tous nos clients dans la fourniture d'électricité, mais surtout la décarbonation de leur usage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et Merci, Adrien. 9h58, j'ai pris peut-être un peu trop de temps. On va quand même prendre les questions. Oui. Merci, Adrien, pour cette présentation. Si tu devais la résumer en 3 mots, je suis agriculteur, j'ai un contrat d'énergie qui arrive à échéance. Quels sont les bons réflexes à avoir? Les bons réflexes à avoir, c'est effectivement de changer, si je puis dire, de mindset et de plus attendre comme ce qu'on faisait en 2021, J-2 pour lancer sa consultation. Alors, quand c'est une consultation, c'est plutôt pour les hasards. Vous n'attendez jamais J-1, mais en tout cas M-1. Et quand je suis agriculteur, je ne suis pas soumis à la commande des marchés publics. N'attendons plus J-1. Consultez dès maintenant un fournisseur pour avoir une offre de fourniture d'électricité. Et bien évidemment, sollicitez votre fournisseur pour avoir une offre au moyen terme pour vous donner de la visibilité. Voilà. Puisque nous sommes quand même sortis de la crise énergétique, nous avons des prix qui sont plus proches des fondamentaux aujourd'hui. Donc, nous sommes convaincus que les prix qu'on a aujourd'hui sont devenus convenables. OK. Alors, quelques questions. J'en vois une dans le chat. Pourquoi les ENR arrivent presque à 0 € du mégawattheure dans le graphe que tu as montré tout à l'heure? Ouais. Donc ça, c'est le merit order. Alors, pour vous donner une indication, j'ai passé 3 jours quand j'étais étudiant sur cette courbe-là, donc ça va être difficile en 1 minute, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le merit order, c'est, je vais essayer de simplifier, c'est comment arrive, à quel prix arrive l'électricité produite sur le marché. Produire de l'électricité avec des éoliennes, ça coûte 0 €. Voilà. Donc, quand ça rentre et produire avec de l'hydro, ça coûte 0 €. Alors, il y a eu un débat de savoir si on parlait de coût variable, de coût marginal, mais voilà, il faut comprendre qu'on prend le coût de production en euros du mégawattheure. Voilà. Et donc, produire l'électricité avec le vent, ça coûte 0. Si je schématise. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivent à vendre. C'est le coût d'exploitation. Quand on a une usine qui fonctionne avec du gaz, on achète le gaz, donc on a un prix d'entrée, alors que pour le PV et l'éolien, on ne l'a pas. C'est pour ça que ça apparaît à 0. Mais bon, voilà, il y a débat de savoir s'il faut prendre, toute la capacité, s'il faut prendre les investissements, mais bon, voilà, je schématise. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Voilà.
Madame Brun? Oui, j'avais compris que l'électricité aussi n'était pas produite à demande avec les énergies renouvelables et que celle produite avec le gaz et le fioul pouvait l'être à la demande, C'est ça. à la minute près. Et donc, c'était celle-ci que l'on appelait… C'est le dernier moyen de production, effectivement, c'est comme ça qu'on l'empile. On priorise sur le réseau l'éolien et le PV. Ça risque d'être de moins en moins vrai, puisque c'est intermittent et donc c'est compliqué à gérer, notamment pour RTE et in fine Enedis aussi. On priorise l'hydro en fonction de la stratégie, de la fonte des neiges, etc. On priorise le nucléaire, et puis ça nous fait un beau ruban. Et pour les pics, c'est tout à fait ça, de consommation, donc parfois de climatisation en été ou le soir en hiver. On allume les cogés, notre dernière centrale charbon si besoin, et puis le gaz et parfois même le fioul. Voilà, en escalade. Et le fioul en dernier, parce qu'aujourd'hui, le fioul est moins cher. Mais on a eu, il y a quelques années, le charbon qui s'est inversé avec le gaz, puisque le charbon était repassé au-dessus du prix du gaz en termes de coût de production. J'avais une question sur les tarifs réglementés pour les petites entreprises. À quel endroit on peut consulter ces nouveaux tarifs puisque… Alors, le tarif réglementé de vente, il est publié au journal officiel. Donc, pour les C4, Nadège, excusez-moi, je ne suis pas spécialiste des TRV, mais je crois qu'il n'est pas encore publié. Donc, une fois qu'il sera publié au JORF, il sera disponible, bien évidemment, alors, sur le bulletin officiel, c'est pas le plus sympa, mais vous avez les grilles sur le site EDF et le site EDF. Voilà, Et pardon. Et la craie, bien évidemment. D'autres questions? Je ne vois pas. Non, moi non plus. Je voudrais vous remercier pour la qualité de la présentation, pour avoir suivi l'épisode de 2022, la formation des prix avec l'AREN. On avait créé un groupe au niveau national des chambres d'agriculture, des représentants d'ASA pour essayer de se dépatouiller. Et j'ai trouvé votre explication très claire sur les nouveaux dispositifs qui font qu'on oublie ce qui se faisait avant et qu'on repart sur autre chose. Mais ça me paraît… Bon, avec la fin de la reine, ça va simplifier quand même Oui. grandement la compréhension Oui. des contrats pour nos clients. Et ça, c'est quand même c'est appréciable. Avec moins de Il y avait surprises. la spéculation, si je comprends bien, sur la reine. Et là, on empêche la spéculation avec un retour, si j'ai bien compris. Si le fournisseur d'énergie vend trop cher sa part de production venant de l'énergie nucléaire, l'État va lui récupérer un petit peu de… Exactement. Ah, voilà. À voir Donc, comment ça sera traduit c'est un peu plus vertueux, quoi. dans la loi, mais voilà. Merci. OK. Eh bien, écoutez, il me reste également à vous. Ah, il y a une question. Ah oui, il y a une question. Comment sont gérés dans les contrats moyen terme les écarts entre les consommations moyennes, bandeaux, et les variations de consommation? Je peux vous dire comment… Ah donc, l'aléa volume et l'aléa forme, puisqu'il y a deux aléas qui font prendre des risques à un fournisseur vis-à-vis de son client. C'est quand le client consomme moins ou consomme plus, ou quand il déforme sa consommation. Il avait prévu de consommer 100 en hiver, et puis finalement, il consomme 1000. Donc, au dernier moment, il faut compenser. Cet aléa, il est géré via des équilibres qui sont faits sur les portefeuilles avec des personnes spécialisées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, chaque fournisseur a l'habitude de le faire. Ce qu'il faut que je pense vous reteniez, c'est que pour vous, clients, vous n'avez pas… Nous fournisseurs, en tout cas EDF, je parle que pour EDF là, nous proposons des contrats de fourniture sans engagement de consommation. C'est-à-dire que nous prenons à notre charge le risque aléa volume et aléa de forme. Okay, merci. Donc c'est bien sans engagement de consommation. J'espère qu'on a répondu à la question de Monsieur Deltour. Oui. Je ne vois plus de questions. Moi, il me reste à remercier Adrien pour ses explications. Vous remercier tous de votre présence. Remercier Madame Brun une nouvelle fois.
et vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Alors, je vous ai mis dans le chat le récapitulatif de tous les webinaires, mes coordonnées et celles d'Adrien si vous avez des questions, si vous voulez tout de suite après un contrat, etc. On est là pour répondre à vos attentes. N'hésitez pas. Et puis, je vous rappelle que le prochain, la semaine prochaine, ce sera sur... pardon, excusez-moi. Sur piloter, accompagner l'efficacité énergétique pour vos contrats d'énergie. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.